Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur 5 sur 7 matin, la matinale que vous propose la télévision nationale. Ça se passe sur Bénin Télévision tous les jours entre 7h et 9h, 6h, 8h, temps universel. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 janvier 2025. À la une, cet incendie qui a fait ravage de maison à Akpakpa. À l'origine, l'explosion d'une bouteille de gaz. Un magasin de produits chimiques est également parti dans les flammes. Le bilan matériel est lourd. Celui humain aussi, on parle de morts et de plusieurs blessés. Le ministère de l'Intérieur appelle à faire preuve de vigilance afin d'éviter d'être au contact d'aliments infestés par les reliques de l'explosion. On y consacre le forum de discussion. Et on vous parlait il y a quelques jours de ce délai accordé aux occupants de la berge lagunaire est de Cotonou. Le ministre du cadre de vie leur avait donné jusqu'au 6 janvier pour partir des lieux. Finalement, l'injonction a été reconsidérée avec d'autres paramètres pris en compte. On vous dira tout sur cette affaire. Et puis, on reviendra aussi sur les 21e journées nationales des tortues marines. Une occasion de sensibilisation et de conscientisation du grand public sur la connaissance et la valorisation des ressources marines et côtières. En général, nous serons avec l'ONG Nature Tropicale qui s'est spécialisée depuis une trentaine d'années maintenant dans la préservation de cette biodiversité. Les lunettes de soleil en forme de cœur, monture colorée à motifs excentriques, eh bien, les lunettes ne sont plus seulement un accessoire médical, mais un véritable objet de mode. Mais savez-vous que derrière ces montures originales se cachent parfois de véritables enjeux pour notre santé oculaire? Eh bien, entre luxe et danger pour nos yeux, on convie un spécialiste pour trancher. On retrouve tout ceci dans la chronique santé. Marcel Arrossi. Marcel, bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Un plaisir renouvelé. Quand vous êtes là, c'est pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale, mais également pour la une des journaux. Tout de suite et maintenant, on vous installe pour votre tout premier passage. Le bulletin d'information de Marcel Arrossi, on y va. Bienvenue donc au premier grand format de l'actualité sur votre télévision. Hommage à Olympe Belliquenom pour démarrer. Ce journaliste écrivain franco-béninois parmi les plus cotés. Il va fêter bientôt ses 100 ans. Plutôt que d'attendre ses hommages posthumes, l'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe l'honore déjà. Olympe Belliquenom a signé des œuvres épiques nourri de sa sève culturelle originelle dont l'initié Les Appels du Vaudon, la danse du grand prêtre, mais aussi ce roman très connu, Un piège sans fin. Écho de l'hommage organisé par l'ensemble avec Patrick Diossou. Nous devons honorer et célébrer nos grands hommes et femmes de science et de culture de leur vivant. Pas d'hommage à titre posthume, mais un hommage à titre costume pour Olympe Belliquenom et l'EITB, École internationale de théâtre du Bénin, est à juste titre le théâtre qui acclame et déclame le panégyrique des Kunom, famille de cet Iroko encore vivant. Copier fleurit et l'Iroko se met en colère. Agbamba 7, c'est connu, c'est le destin. Le destin, c'est cet hommage mérité selon un professeur émérite des lettres. Olympe Belliquenom est une haute personnalité. Le président de l'Académie l'a dit dans son discours d'ouverture. Nous gagnons à reconnaître, à distinguer et à célébrer nos grands artistes, nos grands écrivains de leur vivant. Quand ils sont morts, il est presque trop tard de les célébrer parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que nous faisons. Et M. Olympe Belliquenom, créateur à la plume magique, écrivain de renom, est un des meilleurs représentants du monde littéraire, artistique et d'une façon générale culturelle du Bénin. Et le Bénin s'honore par chaque Béninois qui se fait honorable dans ses écrits, même numériques, selon un ministre honoraire. Le numérique, le WhatsApp, c'est un progrès. Liberté de presse, liberté d'expression, liberté de ceci, liberté de cela. Mais cette liberté-là, ce n'est pas fait pour diffamer, pour insulter l'autre. Les incultes insultent. Les cultivés s'illuminent, telle la pierre précieuse qu'est Olympe de la famille Belliquenom. Anikoku akuta, anikoku la pierre, et diakuta glessi
Autre hommage, cette fois-ci à titre posthume de la Faculté des sciences d'agronomie qui rend hommage justement à l'ancien ministre et universitaire Mama Amadou Ndiaye, une figure emblématique de l'université d'Abomey-Calavi, pionnier également de la formation des ingénieurs agronomes au Bénin. À travers donc un colloque scientifique international, un hommage lui a été rendu par le monde universitaire. Nos témoins sont Igor Ayosor et Ulvaeus Balogun. Éminent enseignant-chercheur, homme de sciences, doyen honoraire de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Mama Adamou Ndiaye était un modèle pour le monde universitaire. Nous célébrons ce jour un grand homme qui a joué un rôle de premier plan dans l'érection de la faculté des sciences agronomiques. C'est lui qui a cru que la formation des ingénieurs agronomes peut se faire ici au Bénin. Et puisque son domaine de spécialisation, c'est la production animale, il a été le tout premier à installer ici au Bénin un laboratoire moderne sur l'insémination artificielle. Fort de ses travaux de recherche et de leur impact sur le développement, la FSA, Faculté des sciences agronomiques, lui rend hommage à travers ce colloque scientifique. Les objectifs du colloque se résument comme suit. Rendre hommage à titre posthume au professeur Adamou Ndiaye. Échanger autour de divers thèmes relatifs aux productions animales et végétales, à l'insémination artificielle, à la biotechnologie animale, au pastoralisme et autres, à travers des conférences, communications et témoignages. Le colloque dont les travaux s'ouvrent se veut un acte d'hommage en souvenir d'un acteur remarquable de notre paysage politique en tant qu'il a été député et ministre de la République. Ce qu'il ne faut cependant pas oublier, c'est qu'il a été d'abord et avant tout un scientifique et un universitaire respecté par ses pairs. Ce colloque de 3 jours est donc une occasion de réflexion et de discussion pour perpétuer les œuvres de l'illustre disparu. Né le 21 avril 1945, Mama Adamou Ndiaye est décédé le 11 décembre 2022 à l'âge de 77 ans. Vodun Days, on en parle encore aujourd'hui. Replongeons dans cette arène inaugurée samedi dernier au Vodun Days qui vient de s'achever à Ouida. C'est une pièce maîtresse dans la politique de promotion des arts et spectacles traditionnels du Bénin, nous apprend Jérôme Mumbo. Arène culturelle de Ouida. Ceci est une remarquable consécration de la vision de Patrice Talon de mettre en valeur le riche patrimoine historique de la ville et par conséquent du Bénin. Connu pour son rôle central dans l'épopée de la traite des esclaves et de la culture vaudou, la ville historique bénéficie aussi d'une richesse culturelle à valoriser. Érigée en bordure de mer, l'arène culturelle est donc la bienvenue à cette fin. Ce lieu splendide d'échange, selon les normes internationales en la matière, répond à une série d'impératifs porteurs de développement. Mettre en lumière les traditions et les arts de la région, de même que les danses, la musique, le théâtre, les rituels et les cérémonies culturelles. Œuvrer au renforcement du tourisme culturel à travers la diversification des attractions culturelles et des manifestations de grande envergure. Être un carrefour d'échange, de rencontres et de partage pour les artistes, les intellectuels et les communautés. L'ambition de la création de l'arène de Ouida est grande. Elle intègre des éléments modernes et traditionnels pour refléter l'identité et les racines culturelles de la région, à savoir un grand espace polyvalent ouvert ou semi-ouvert pouvant accueillir des milliers de spectateurs
pour des concerts, des spectacles de danse, des cérémonies traditionnelles et des représentations théâtrales. Un design moderne avec des touches traditionnelles inspirées des formes architecturales locales. Une scène équipée pour des concerts et des représentations avec une infrastructure technique adaptée aux exigences des performances modernes. Un espace modélable pour accueillir d'autres événements, y compris des expositions, des projections de films ou des conférences, des zones de détente et d'exposition. Symbole du dynamisme culturel au Bénin depuis 2016, sous le leadership du président Patrice Talon, l'arène culturelle de Ouidah présente toutes les caractéristiques d'un pôle d'attraction culturelle dans la sous-région. Son inauguration à la première édition des Vodou Days marque le début d'un afflux touristique vers le Bénin, terre d'opportunités et de richesses. Et la célébration des religions traditionnelles, ce n'était pas qu'à Ouidah, la capitale spirituelle. On l'a vécu aussi dans d'autres villes du Bénin, du nord au sud. Direction Kandi, où la sortie des Egungun et l'implication des chefs traditionnels de l'Alibori donnent un beau cachet à la fête. Judikaël Ayina, Ousmane Baparapé. Le cultuel et le culturel, des réalités sociologiques au rendez-vous des Vodou Days. Des pratiques identitaires pour un même objectif, la valorisation des rites et traditions du Bénin. Tout petit là, c'est Egun qui m'a sorti, qui m'a donné le nom. Madjeko Badje, c'est un pacte. Donc je ne peux pas grandir aujourd'hui et dire que je ne suis pas dedans. C'est d'abord des sentiments de fierté parce que nous célébrons ainsi notre culture. Et la culture, c'est ce qui reste et demeure quand on a tout oublié. Aujourd'hui, je suis avec cette communauté pour célébrer la fête du Vodou parce que le chef de l'État a vu juste. Notre culture, c'est ça qui nous identifie. À une vingtaine de kilomètres plus loin, au pied de son Vaudou, le garant de la tradition et chef du village de Sonsoro invoque les manes des ancêtres, prie pour le président Patrice Talon et la nation. Nos religions aussi, il faut qu'on puisse savoir ce que nous avons de meilleur, mieux développer ça, mieux faire connaître ça pour valoriser ce qui est à nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que le président a vu juste parce que nul ne peut se développer sans sa culture. On reste à Kandi pour voir comment les Vaudoncis de la partie méridionale résidant dans la commune ont marqué l'événement. Libation, chants et danses étaient au cœur des exhibitions. Immersion dans un temple vaudou avec Judikaël Ayina et Ousmane Baparapé. À 700 km environ des régions méridionales du pays, vit Hunongan Yekou Dologbe. Depuis son temple, le nonagénaire résident à Kandi, plusieurs décennies déjà, prie ici pour la paix au Bénin et la santé pour tous. Le Hunongan vit en parfaite symbiose avec d'autres communautés. On a Aïkpe, Aïchéou, Agassa, Vosef, on dit Yakou Dologwe. On va, ouais, nous comptons, c'est ça qui est la première chose qui est ici. Le deuxièmement, c'est Tron qui est arrivé. Quand Tron est arrivé là, il y a Sakwata qui est arrivé. Après Sakwata, c'est Ogou. Après Ogou là, on a Dan. Il y a beaucoup de Dan ici. Moi là qui est ici maintenant, je suis au milieu des musulmans. Mais ils sont frères et frères.
Il n'y a pas de bagarre. Et les prières que je vais souhaiter, c'est notre président Elisabeth Talon. Parce que vraiment, ils sont en train de nous sauver. Et nous sauver. Et Dieu va nous sauver plus de ça. Nous remercions l'État pour l'effort qu'il est en train de faire pour améliorer les religions endogènes. La fête de 10 janvier chez nous, c'est la première fête de l'année. Donc, comme nous, les divinités nous ont gardé, le bon Dieu nous a gardé à ce jour, nous nous réjouissons. Nous nous retrouvons entre les fidèles et nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons parce que c'est une grâce, ça ne pas donné à n'importe qui. Les Vodou Days, c'est à la fois culturel, mais aussi cultuel. Et les Beta-Maribert ont célébré eux aussi vendredi dernier les Vodou Days dans l'Atakora. Nous sommes dans l'arrondissement de Kontata Nati Tengu. La déesse mère Fewafe a reçu des prières pour la paix et le développement du Bénin dans une ambiance riche en couleurs et animations culturelles. Jusqu'à Rakovi, Abdoulaye Mouni Yakoubou. Les Beta-Maribert de Kwandata à Nati Tengu confient la sauvegarde de la paix et de la prospérité dans le Koutamakou et au Bénin à la déesse mère Fewafe dans le cadre de la célébration des Vodou Days dans l'Atakora. Consultations, prières, libations, sorties des prêtres ont marqué les cérémonies. Les prières que nous avons adressées sont des prières de paix, de cohésion sociale et de prospérité. D'abord, à commencer par le président de la République et tout son gouvernement, nos soldats, nos forces de l'ordre qui sont en train jour et nuit de défendre notre pays. Nous avons aussi prié à l'endroit de toutes les communautés, tous les fils et toutes les filles du Bénin pour que nos prières profondes, nos aspirations positives profondes puissent être pour cette année une réussite. Nos prières sont exaucées. Les prêtres de la déesse mère Fewafe présentent aux participants en provenance de toutes les couches sociales ses vertus au service des communautés. Nous profitons de la fête des religions traditionnelles pour célébrer et clôturer les manifestations liées à cette déité. Chaque représentant des différents cultes religieux salue l'initiative de la célébration des Vodou Days dans l'Atakora à Kwandata. Cette rencontre renforce également la cohésion sociale et les opportunités du tourisme religieux dans le Koutamakou, dans la commune de Nati Tengu. Et dans le cadre de ces Vodou Days, la troupe brésilienne Ginga Tropical était au Bénin. Les membres du groupe ont donné un spectacle à Cotonou, une occasion aussi pour ces afro-descendants de visiter le Bénin et de se reconnecter à leurs racines africaines. Benjamin Denayon, Ariane Da Silva. Ils étaient sur scène le 8 janvier dernier. La troupe brésilienne Ginga Tropical a émerveillé le public béninois avec plusieurs tableaux au cours d'une soirée aux allures de brassage culturel. On a vraiment de quoi être excessivement fiers de notre culture. Une culture extraordinaire qui a traversé et les frontières et les temps. Une culture authentique et riche à laquelle viennent se ressourcer les membres du groupe brésilien au Bénin. La venue de 14 Brésiliens noirs au Bénin a vraiment été une très belle expérience et puis nous a vraiment permis de nous ressourcer et comprendre réellement les cultures d'ici. Nous avons plus la connexion avec le Bénin, vu que la traite négrière, elle s'est passée ici, sur le territoire béninois. Donc nous avons plus nos sources ici que nulle part ailleurs dans d'autres pays d'Afrique. C'était vraiment très important de voir tout le peuple béninois aller à un seul endroit pour célébrer le Vodou Day. Et pour davantage valoriser ses racines africaines, Rosemary multiplie les initiatives en faveur des afro-descendants. J'ai fondé une compagnie artistique qui a pour but de faire des trucs d'art et tout, et des chorégraphies et autres. Donc, j'ai toujours mis en priorité avoir un contrat avec des artistes noirs brésiliens.
Depuis que cette opportunité est apparue, je me suis uni avec d'autres artistes brésiliens et puis nous avons monté une école avec des enfants. Pour Rosemary et pour de nombreux autres Brésiliens, assumer leurs origines béninoises, c'est obtenir la double nationalité. C'est mon rêve d'avoir la nationalité du Bénin. Et c'est désormais la bonne entente et l'harmonie au sein des chasseurs du Bénin, réunis au plan national au sein de l'association Amicale Chasse. C'est Lycée Gazon qui est le théâtre du lancement officiel de la saison 2025 de la chasse. C'était ce samedi dans la commune d'Alada. Témoin de la partie Simon Villon et Arnaud Adaya. Ce grand rassemblement annonce une partie de chasse légale. Les membres de l'association des chasseurs Amicale Chasse se réunissent dans la cour du CEG de Lycée Gazon pour mettre leur culture au service des agriculteurs de la ville d'Alada. Ce n'est pas pour la première fois que nous sommes ici. Nous intervenons jusqu'au-delà de Boycon. Mais nous nous sommes dit avec le démarrage, il faut être un peu plus proche de Cotonou, sinon on est au-delà de Boycon et Abomey. C'est une joie pour nous. C'est nos parents qui nous ont légué. On doit tenir ça avec les deux mains. Donc c'est ça qui m'a motivé. Je suis déplacé pour venir assister nos parents, mes frères. La remise des cartes et certificats professionnels précède le démarrage. Amicale Chasse, tel que le nom le désigne, c'est une chasse amicale. On est sortis des régions différentes, mais la chasse nous a réunis. On est devenu une seule et même famille. J'ai reçu cette attestation, ce n'est pas pour moi seul. C'est pour représenter tous les chasseurs de Cotonou et jusqu'au centre peut-être, si besoin y est. Venu de 12 départements du Bénin et soutenu par le président du Haut Conseil des rois des chasseurs du Bénin, tous rentrent dans la forêt par ce chant de manioc. Mais avant, ils prennent soin d'invoquer les génies de la forêt. Et la brousse, là, tout ce qui est comme mauvaise chose, tout ce qui va nous faire du mal, c'est ça qu'on est en train de brûler ici. Amen. Ici, cette chasse que nous pratiquons est une chasse à la battue. Et c'est pour permettre, n'est-ce pas, la régularisation des rongeurs, à aider, n'est-ce pas, aux agriculteurs à éloigner ces rongeurs afin qu'ils aient une bonne productivité. À nos collègues, entre nous les chasseurs, je leur demande la patience. Partis dans la forêt, sans armes à feu, autour de midi, ces chasseurs, accompagnés de leurs fidèles compagnons, les chiens et munis de gourdins, en reviennent 6 heures de temps après, soit autour de 18 heures, avec des olacodes et des lièvres. Cette saison officielle 2025 de la chasse dure jusqu'au mois d'avril. Elle exclut les zones interdites de chasse. Et voilà qui met un terme à ce premier journal de la journée. Rendez-vous à 13h, 20h, puis 23h30 pour d'autres nouvelles sur la télévision nationale. Mais avant de retrouver Marcel, c'est rendez-vous. Il y a des compléments d'informations que vous avez à nous faire. Pas dans le compte du journal, mais cette fois-ci, ce que les journaux ont écrit ou ont fait paraître dans leur parution du jour. La revue des titres. Et on démarre par le quotidien du service public La Nation qui nous affiche aujourd'hui en manchette. Attaque terroriste au nord Bénin, le Parlement salue la mémoire des soldats disparus. Des organisations et partis condamnent. Tabou et interdit dans le vaudou entre sacralité et respect des traditions. Nous sommes toujours à la une du quotidien de service public. 31 ans de l'UMOA. Regard du président de la commission sur le parcours en termes d'intégration régionale. L'emblème du jour, polémique autour de l'interprétation du TOFA 2025, Fouyekou et le principe de la laïcité de l'État. Après l'incendie d'un dépôt de produits chimiques à Ayelawadje, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, appelle à une vigilance accrue. Le matinal, coordination du Conseil économique et social dans le zoo, Zéphirin Kendiaondé plébiscité par ses pairs. Consultation traditionnelle, les implications politiques du TOFA 2025. Lire l'interview exclusive donnée par David Kofi Aza dans la parution du jour du quotidien Le Matinal. Fraternité à présent, incendie et drame à Radio Univers, à Kpakpa
et Dogbo, malveillance ou négligence, la saignée doit s'arrêter. Conseil économique et social, Zéphirin Kenyaoundé, élu coordonnateur du ZOU. Matin libre, interprétation tendancieuse du FA, Aza donne le coup de grâce au TOFA. Santé, Covid-19, il y a 5 ans, c'était l'enfer. L'origine du mal, toujours méconnue selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est un dossier spécial présenté aujourd'hui par Matin Libre. L'économiste du Bénin, résultat définitif des élections à la CCI Bénin, liste complète et photo des 69 élus consulaires de 2025-2030 à retrouver dans la parution du jour pour l'économiste du Bénin. Eurobond, le Bénin lance un roadshow pour mobiliser 500 millions de dollars. Et puis les 4 vérités communes de Dogbo, incendie à l'école primaire publique à Dandro à Kodé, besoin urgent de l'aide des autorités. Le pays, transition politique au Gabon, Oligui Nguema dans les pas de Amadou Toumani Touré et Salou Djibo, point d'interrogation. Vox Pop depuis le Sénégal, falsification des chiffres des finances publiques. Sonko enfonce le clou après avoir reçu le rapport de la Cour des comptes. Ouagattara, retour de Trump, ce qui vient. Le 20 janvier 2025, le président de la Cour suprême recevra le serment du président élu Donald Trump. Ce n'est surtout pas la fin de l'histoire, comme son compatriote, le professeur Francis Fukuyama avait cru voir dans l'effondrement du mur de Berlin en 1989, événement fin de l'histoire. Ce sera tout pour les titres, la revue de presse dans un instant. Merci Marcel Arrossier et à tout de suite. 5 jours 7 matin, coup de pause et on se retrouve juste après pour la suite. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans la rubrique santé. Aujourd'hui, on parle d'un accessoire devenu incontournable presque dans la mode. On parle de port de lunettes, vous l'aurez donc compris. Aujourd'hui, il y en a tout, des lunettes de soleil en forme de cœur, des motifs, des montures colorées à motifs excentriques. Les lunettes ne sont plus seulement un accessoire médical, mais un véritable objet de mode. Mais savez-vous que derrière ces montures originales se cachent parfois de véritables enjeux pour notre santé oculaire, entre luxe et danger pour les yeux? On convie un spécialiste ou une spécialiste aujourd'hui sur la question. Elle a donc Silikatou Badarou, elle est médecin ophtalmologue. Bonjour et bienvenue sur 5 sur 7 matin. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Déjà, quand on observe un peu le fonctionnement de la société, on se rend compte que de tous les temps presque, les lunettes ont toujours été des fidèles compagnons des hommes. C'est bien cela? Exactement. C'est pas nouveau, la mode? Non, non, pas du tout. C'est pas du tout nouveau. Parce que les troubles réfractifs ont toujours existé. D'accord? Mais aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est, on va dire, la multiplication du nombre de personnes qui portent aujourd'hui les lunettes, au point où on en est venu à se demander si toutes ces personnes réellement souffrent de troubles d'acuité visuelle ou de pathologies liées à la vue. Est-ce que c'est réel ou il y a quand même un peu de fantaisie? Bon, il y a surtout le confort que les gens cherchent. D'accord. D'accord, parce que de nos jours, il y a beaucoup plus de facteurs qui forcent les gens à vouloir être un peu plus à l'aise. La surexposition aux écrans, par exemple, la protection solaire, en dehors des troubles réfractifs. Donc, ça fait que le nombre de personnes portant des lunettes a augmenté de façon assez exponentielle et tout. Et d'où les gens choisissent les montures en fonction de leur personnalité. Voilà. Alors, est-ce que toutes ces personnes qui sont porteuses aujourd'hui ou qui portent des lunettes aujourd'hui sont des gens qui viennent systématiquement en consultation avant de se faire prescrire des verres, ou on se rend directement soit même chez l'opticien, on se joue soit même les ophtalmos, et en fonction de ce qu'on recherche, on donne les indications nécessaires? Exactement. Très peu viennent, sincèrement très peu viennent en consultation. La plupart préfèrent choisir, c'est comme ceux qui sont malades et vont directement en pharmacie acheter les médicaments, d'accord? Très peu viennent en consultation. La plupart, ils vont chez un opticien ou soit même dans la rue, chez les babas, pour acheter les verres et
se mettre à l'aise. Justement, vous faites bien d'évoquer ces personnes-là qui commercialisent des lunettes d'origine douteuse. On ne sait pas d'où elles viennent, ces lunettes-là, qui en sont les fabricants et comment elles échouent sur notre marché. Est-ce que vous avez essayé d'en savoir un peu plus sur d'où viennent ces lunettes qui n'ont du marché? Alors, la plupart, je pense que ça vient du Nigeria. D'accord, pour la plupart. Et puis, bon, on ne sait vraiment pas qui sont les fabricants en tant que tel, mais bon, ça revient moins cher et c'est ce que la population cherche. Mais derrière, en fait, c'est pas si conseillé parce que il y a des troubles derrière. Même quand on a l'impression de bien voir, il y a des petits signes d'alerte comme une fatigue oculaire et tout qui pourraient orienter vers une consultation et ce serait l'idéal parce que tout verre n'est pas portable. D'accord. Donc, c'est mieux d'avoir des lunettes qui non seulement en dehors de vous apporter un confort, mais permettent à vos yeux de mieux voir. Alors, quand on porte un verre, d'accord, quelles sont les caractéristiques d'un verre simple? Les caractéristiques, d'abord, il y a des verres qui n'ont pas du tout de valeur. C'est des verres plans. Il n'y a pas de... comment dire, il n'y a pas de dioptrie, il n'y a pas de valeur réfractive, d'accord? Et ces verres-là, on peut les concevoir avec des propriétés photochromiques, anti-reflet, anti-lumière bleue, en fonction de la sensibilité du patient. Si le patient a par exemple une photophobie, c'est-à-dire que le soleil gêne beaucoup, ou s'il travaille beaucoup devant les écrans, même s'il n'a pas vraiment un trouble réfractif derrière, s'il n'a pas de myopie ou d'hypermétropie, il peut avoir des lunettes de base comme ça. Mais toujours est-il qu'il faut qu'il consulte. Il faut qu'il consulte un ophtalmo pour qu'on puisse savoir. Parce que derrière le globe de chacun est spécifique. Les troubles réfractifs, c'est surtout lié au fait que le globe n'est pas très sphérique chez tout le monde. D'accord? Donc l'image ne se projette pas systématiquement sur la rétine. Donc parfois c'est flou. Parfois on ne se rend pas compte, on a l'impression qu'on a une bonne vision. Mais, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des signes d'alarme. Il y a des maux de tête, des petites douleurs et tout, qui devraient orienter. Dans tous les cas, l'idéal, franchement, c'est de consulter. Quitte à ce que l'ophtalmo vous dise, voilà, ok, vous n'avez aucun problème, mais si vous voulez des lunettes, prenez des plans, mais bien conçus. Des plans chez un opticien, plutôt que des plans avec... Parce que les lunettes des babas ne respectent pas tout le temps. Alors, donc ça voudra dire que ça respecte quand même... vous dites ça ne respecte pas tout, donc ça respecte en partie. Ce qui est sur des verres sont là. Maintenant, est-ce que les propriétés et tout, ça je ne garantis pas. D'accord. Mais on se rend compte que de plus en plus, et j'en ai connu pas plus tard que, je pense, vendredi dernier, à Ouida, d'accord, un commerçant de lunettes qui s'est autoproclamé docteur Ouida, et qui déambule avec ses lunettes, qu'il commercialise à tout le monde. Et lorsque vous avez même des ordonnances médicales, il est susceptible de vous sortir de sa gébussière des lunettes qui sont adaptées ou des lunettes qui s'apparentent ou qui s'y apparentent. J'ai trouvé ça assez curieux qu'il dispose à coût totalement forfaitaire, presque, on va dire quoi, presque rien du tout, quand vous trouve des lunettes, voilà, limite médicale, on parle d'1.5, on parle de 3, on parle parfait. Avec les gens, c'est des gens qui ont une petite expérience, vu que plein d'ordonnances viennent à eux, donc il faut se faire une petite estimation de tel âge, il doit porter telle chose, parce qu'en réalité, avec l'âge, il y a ce qu'on appelle la presbytie qui s'installe, d'accord, et il y a des valeurs qu'on peut bien porter, même si... Mais les verres même peuvent respecter le dioptrie, la valeur. Mais derrière, c'est pas que ça. Il faut apporter des propriétés, comme je l'ai dit. Et ça, c'est vraiment un opticien qui a appris son métier qui peut le faire. Est-ce que la matière première de fabrication aussi peut être préjudiciable aux yeux? Ou
bon, ça va, c'est pratiquement... Non, idéalement, franchement, c'est d'avoir des verres bien conçus, d'accord, avec de la bonne matière, pour que ça dure dans le temps. Parce que l'objectif, c'est pas d'acheter des verres pour qu'au bout de 2 mois, ça se raye, ou qu'au bout de 2 mois, ça se casse, parce que, bon, ça ne tient pas, d'accord. Donc ça, c'est l'idéal. Et ces genres de verres sont vraiment chers. Donc quand il y en a qui arrivent à proposer quelque chose à un prix forfaitaire, il faut savoir que à ce prix-là, pour ce qu'on a, c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. D'accord. Mais lorsque vous portez vers ces personnes qui vous proposent des produits à coût réduit et vous les mettez, vous sentez un confort des yeux, ça va, tranquille, je vois bien, c'est photochromique, anti-reflet bleu, on se pose plus de questions, non? En fait, les lunettes ne gâtent pas vos yeux. Quelle que soit la qualité des lunettes, ça ne gâtera pas vos yeux parce que ça n'entre pas dans la constitution du globe même. D'accord. C'est juste abus réfractif. Ça capte l'image et ça fixe l'image pour que l'image soit le plus nette possible. Donc, mais si c'est que c'est pas du tout adapté, que les valeurs ne sont pas respectées, les yeux même naturellement vont rejeter ça. Ça va faire mal à la tête, on aura des douleurs. Donc, systématiquement, vous allez enlever. Donc, le plus important, c'est d'avoir la correction optimale qu'il vous faut. Pour que vous soyez le plus à l'aise possible. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne gâtera pas les yeux. D'accord. Alors, qu'en est-il des lunettes de soleil à tout va qu'on va chercher à gauche, à droite, juste pour le fun? On le fait tous, hein, samedi soir, dimanche soir. Non, mais c'est bien. Parce que ça protège quand même des rayons ultraviolets, d'accord, qui sont assez nocifs pour la rétine et pour les structures de l'œil. D'accord, c'est pas si mal. Mais comme je l'ai dit, idéalement, un ophtalmo, puis un opticien pour une bonne conception des verres. À quel moment est-ce que se rendre chez l'ophtalmologue doit être presque instinctif, que lorsqu'on va faire un bilan de santé, par exemple, lorsqu'on va consulter son cardiologue ou lorsqu'on va consulter son médecin traitant pour voir si tout va bien, est-ce que c'est la même façon que spontanément on doit se rendre chez l'ophtalmo quand tout va bien, voilà, on même peut s'en si passer? Tout va bien, non, on ne s'en passe pas. Parce qu'il y a quand même des affections qui se cachent, qui ne se manifestent pas systématiquement. Donc, un contrôle une fois par an, idéalement. Et dans certains cas, tous les 6 mois. D'accord? Et des signes d'alerte, c'est une baisse visuelle. Je vois flou de loin ou je commence à voir flou de près. Ou j'ai des maux de tête à chaque fin de journée. Où je sens quand même une fatigue oculaire, j'arrive pas à tenir quand je lis les documents et tout. Là, c'est des signes qui peuvent envoyer vers un ophtalmo. Mais même quand tout va bien, un bilan annuel, donc comme tous les autres bilans, c'est important. Alors, quel est le processus pour se faire établir des verres? Alors, il faut déjà aller chez l'ophtalmo. Et il vous examine. Et si c'est uniquement un souci de lunettes, il va vous faire une prescription d'ordonnance de lunettes médicales que vous prendrez cette ordonnance que vous allez déposer chez un opticien. Vous verrez un opticien avec. Et l'opticien va faire la conception des lunettes. D'accord. Alors, on parle dans certains cas de port permanent ou de port, je veux dire, pour une période donnée. C'est quoi la différence? Bon, est-ce qu'il y a des ports pour une période donnée? Je ne pense pas. C'est souvent des ports permanents. Et les verres correcteurs? Il n'y a pas de verres correcteurs, justement. D'accord, mais on entend parler de lunettes de verres correcteurs. Non. De quoi cela retourne alors? En fait, quand ça corrige la vision, tant que les lunettes sont là, dès qu'on enlève les lunettes, parce que je vous l'ai dit de base, c'est le globe, la constitution du globe même. Soit on a un globe long et du coup l'image se fixe en avant de la rétine, donc les verres permettent de fixer l'image sur la rétine. Soit on a un globe un peu plus court, l'image se forme en arrière, donc les verres amènent l'image sur la rétine. D'accord, mais dès qu'on enlèvera les verres, l'image, le globe continuera à avoir son aspect normal. D'accord. C'est juste une illusion d'optique. Genre, les verres permettent de réfracter l'image, de ramener l'image sur la rétine pour qu'on voit plus net. Mais dès qu'on enlève, l'œil, il revient à sa conception. D'accord. La conception que beaucoup se font quand on parle de verres correcteurs, de verres correcteurs, c'est qu'on vous prescrit des lunettes que vous mettez. Ça corrige l'affection et au bout d'un moment, vous pouvez vous en passer. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas quand même quelque chose qui, quand on est élancé, est-ce qu'il y a un moyen de rapetir ou... On ne change pas la constitution de l'œil. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de... Les verres, on dit correcteur tant que c'est là. Tant que c'est... On les porte. Donc il n'y a pas de matière sur les verres qui agissent sur
Non, on va dire à proprement parler, pour corriger? Ça corrige parce que ça converge l'image vers la rétine. Mais dès qu'on enlève, l'image n'est plus convergée. D'accord. Donc lorsque vous avez un enfant qui, dès le bas âge, ne voit pas très bien, qu'on est obligé de lui prescrire des verres, c'est qu'il est destiné à visiblement, manifestement, les porter toute sa vie en changeant de niveau à chaque étape, c'est cela? L'enfant grandit, d'accord? On ne peut pas tout de suite dire, voilà, il va porter des verres tout le temps. Vu que son globe aussi continue à grandir, d'accord? Donc, si aujourd'hui il a des troubles, idéalement, chaque 6 mois, il va faire le contrôle. On vérifie, est-ce que c'est toujours adapté? Est-ce qu'il faut augmenter ou diminuer et tout? Et peut-être avec le temps, ça peut se normaliser, peut-être. Mais sinon, ce sera quelqu'un. Ça dépend vraiment de l'affection pour laquelle on lui a prescrit les verres. D'accord. Pour quelqu'un qui a une bonne acuité visuelle, qui voit bien, très bien, de loin, de proche, dans la nuit, dans la journée, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des pratiques qui peuvent nuire justement à cette acuité visuelle-là? Oui, bon, ça peut nuire. Il y a déjà l'évolution des choses. Parce que quelqu'un qui a une bonne acuité visuelle, qui voit bien de loin, de près, avec 40 ans, il verra moins de près. D'accord? Parce que c'est l'évolution, c'est les muscles qui relâchent un peu. C'est l'évolution normale, c'est physiologique. Donc à ce moment-là, il verra moins bien de près. Si c'est quelqu'un qui est exposé un peu plus aux écrans, d'accord, il aura quand même une fatigue visuelle qui va commencer à s'installer. Ce n'est pas des amétropies, des troubles de la vision à proprement dit. C'est juste qu'il va ressentir un certain inconfort qui vont peut-être l'amener maintenant à porter. Et ces personnes peuvent déjà s'aider eux-mêmes en diminuant leur temps d'exposition devant les écrans, en se protégeant face au soleil, en adoptant certains bons gestes quand même qui vont les aider à préserver le plus longtemps leur acuité. D'accord. Donc en gros, on retient qu'on peut porter toutes les lunettes qu'on veut, d'accord, tant que l'œil lui-même n'est pas... Ne réclame pas, en tout cas les lunettes ne gâtent pas les yeux. D'accord, les lunettes ne gâtent pas les yeux, donc c'est ce qu'on peut retenir. Exactement. On peut porter tout ce qu'on veut. Oui. On peut mettre du rouge, du vert, en fonction de sa personnalité, de son style, de l'effet de mode. Mais il faut toujours à la base consulter un ophtalmo. D'accord. Est-ce qu'un ophtalmo est susceptible de vous prescrire des lunettes de soleil? Enfin, ça dépend de ce qu'il verra. Et oui, il peut vous prescrire si vous êtes vraiment très sensible au soleil et tout. Il peut vous faire une prescription, vous voyez votre opticien, il vous fera la conception. Ne jamais aller directement chez l'opticien? Généralement, quand les gens le font, ils nous les renvoient. Parce qu'il faut... Même quand vous avez une claire vision de ce que vous voulez? Oui, ils nous les renvoient quand même. D'accord. Alors, quel conseil avez-vous à donner à tout le monde? Vous leur dites, écoutez, allez au marché, prenez les verres, faites-en ce que vous voulez, de toute façon, vous n'aurez rien. Non, voilà. Pas du tout. Je leur dirais plutôt d'aller, dès qu'ils sentent un petit gêne visuel, d'aller voir un ophtalmo. Et en fonction de ce qu'il dira, ils verront. S'il fait une prescription de verres, ils vont voir l'opticien et pourront choisir tout type de monture qu'ils veulent, en fonction de leur budget. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les opticiens sont chers, mais non. Ils exagèrent quand même, non? Mais non, ça dépend de la monture. C'est un métier quand même. Pas un peu. Pas un peu. Ça dépend de chaque budget. Mais aujourd'hui, les gens vous diront qu'il y a plusieurs montures que vous trouvez dans la fripe à coût totalement réduit. La monture même n'est pas le problème, c'est les verres. Les verres qui sont à l'intérieur. La monture, vous pouvez les prendre chez les babas si vous voulez. Mais les verres, idéalement, allez chez un opticien pour qu'il vous les pose. D'accord. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Sidikatou Badarou. Vous êtes médecin ophtalmologue. Avec vous, donc, on évoquait le port des lunettes ici. On se demandait jusque-là si c'était une mode préjudiciable pour les yeux. À l'évidence, c'est non. C'est ce que vous venez de nous dire. Mais faites attention à vous. C'est pas parce qu'on dit qu'il n'y a pas forcément grand risque qu'il faut se laisser aller à toutes les dérives. Mais il y a une pensée, une réflexion très populaire qui postule que lorsque vous mettez des lunettes de quelqu'un qui a des troubles visuels,
que vous risquez à votre tour d'en avoir également? Non, pas du tout. C'est faux aussi. C'est faux. Si vous aussi c'est inadapté, vous aurez mal à la tête, vous allez déposer. Très bien. Mais il n'y aura pas de... Non, ça ne change pas votre globe oculaire. Ça ne change pas la longueur ni la taille. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Merci. Vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt sur 5 sur 7 matin. Merci. Pourquoi pas pour évoquer d'autres affections liées à la vue. On a bien envie d'en savoir, par exemple, un peu plus sur la cataracte, sur le glaucome. On vous fera appel en temps utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin à suivre dans les prochaines minutes. On va dire... cette initiative qui vise à distribuer les kits scolaires pour les meilleurs apprenants, là on parle d'éducation, on parlera également environnement avec les 21e journées nationales des tortues marines. Quand on parle de tortues marines au Bénin, vous savez, il y a un nom qui revient sur les lèvres de presque tout le monde, l'ONG Nature Tropicale. Nous serons avec son directeur exécutif. Plus tard, dans le forum de discussion, on s'intéresse à cet incendie d'un dépôt de produits chimiques. Nous ferons ensemble autopsie d'un désastre, puis on parlera également de l'assainissement de la baie lagunaire Est-Cotonou et de ce nouveau moratoire accordé aux occupants. Tout ceci, c'est dans les minutes à suivre. Une pause et on se retrouve juste après. 5 sur 7 matin, bienvenue si vous venez à l'instant de nous rejoindre. Une parenthèse pour parler éducation dans cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Aristide Adjibi. Il est ingénieur en génie civil, expert en infrastructures routières et ferroviaires. Il est également président de l'association NOBAM, notre objectif Bénin Afrique Monde. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Merci pour l'invitation. Pour évoquer cette initiative hautement humanitaire qui vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire, bien évidemment. Tout à fait. Vous voulez distribuer des kits scolaires pour les meilleurs apprenants de CM2 dans tous les 12 départements de notre pays. Tout à fait. À la même heure, c'est ça qui fait votre particularité. Exactement, oui. Alors racontez-nous, dites-nous comment est née cette initiative. Oui, tout à fait. Je présente déjà cette association qui s'appelle NOBAM, notre objectif Bénin Afrique Monde, qui est une association créée en France avec une antenne secondaire créée ici au Bénin sous forme d'ONG. Donc nous sommes sur le terrain béninois depuis 2016. D'accord. Et nous menons des activités semestrielles, environ 3 à 4 activités par semestre. Et dans le cadre des activités du premier semestre 2025, nous avons envisagé, entre autres, d'avoir une activité impactante qui touche justement le secteur de l'éducation qui fait partie des objectifs de l'association, entre autres, puisque nous touchons aussi le secteur de la petite enfance, tout ce qui est santé, tout ce qui est centre sensible et autres. Donc l'activité en soi consiste à faire don de kits. Quand on parle de kits, c'est un ensemble de fournitures scolaires, y compris des sacs, puisque nous avons déjà eu une première expérience à Boukoumbe qui a porté ses fruits pour des 20 meilleurs élèves, écoliers pour dire précisément, à Boukoumbe, qui ont reçu tous en fait à leur examen de CEP. Et nous sommes dit que cette année, dans le cadre des activités du premier semestre, nous allons offrir aux meilleurs écoliers de CM2 d'une école choisie par département du Bénin, dont les 12 écoles, le 15 janvier prochain, le mercredi. Demain, tout à fait. Et puis, cette activité, elle se fera de manière simultanée sur tout le territoire, en fait. Donc, c'est ça la particularité. Absolument. Donc, vous avez choisi quelle heure déjà? Nous avons choisi 10 heures. 10 heures. Donc, à 10 heures, dans tous les départements de notre pays, exactement, il y aura un écolier par département qui sera en train de recevoir son kit scolaire. Tout à fait. C'est bien l'opération. On a des collaborateurs, des personnes bienfaisantes et des bénévoles qui sont en route en ce moment pour aller partout sur le territoire, de Materi jusqu'à Tchaourou, jusqu'à, comment dirais-je, à Cotonou. Moi, j'y serai à Cotonou. Il y a Bopa, il y a Ifanyi, il y a pas mal, enfin, tous les territoires. Donc, toutes les circonscriptions scolaires de certaines communes que je viens de citer seront en activité pour ces dotations de kits scolaires. La dotation, ça vise à promouvoir justement l'excellence, venir en appui, bien entendu, aux enseignants qui font ce travail noble de vocation et aussi accompagner les parents d'élèves qui, on peut estimer, manquent les moyens
pour effectivement suivre l'éducation des enfants. Voilà. Ces écoles, comment elles sont choisies? Sur la base de quels critères? Alors, il faut dire simplement que NOBAM a plusieurs partenaires ONG locales, pour dire les choses précisément, et c'est par ces ONG que nous sommes passés, c'est-à-dire des partenaires, pour cibler, c'est tout pif, voilà. Mais l'objectif aussi, c'est d'aller vraiment dans les recoins. Bon, à l'exception de Cotonou, puisque moi je serai à Vodje demain, c'est d'aller vraiment dans les recoins du territoire, aller toucher les écoles, les structures scolaires que nous ne connaissons pas souvent, et à l'instar de ce qui a été fait à Boukoumbe, parce que c'était vraiment une localité assez reculée en fait. Donc c'était dans cette perspective que nous avons émis ce critère uniquement pour pouvoir aller toucher en fait ces écoles-là. Donc c'est les partenaires sur site qui ont fait le lien, les approches avec les directeurs d'école, avec qui nous sommes en communication depuis environ 2 mois pour parfaire en fait cette activité, encore une fois, qui se fera de manière simultanée sur les 12 départements. D'accord, c'est votre façon à vous d'encourager l'excellence en milieu scolaire? Bien entendu, parce que l'éducation reste le socle du développement. Et on pense que pour tout ce qui se fait au Bénin, des grands travaux structurels et fonctionnels, l'éducation reste quand même le cœur de toutes ces évolutions-là. Et nos enfants restent aujourd'hui les pépinières de ce développement de demain. Donc c'est aussi une manière d'accompagner la dynamique qui est en cours. Je disais tantôt que nous sommes sur le terrain depuis 2016, mais pas que les kits, parce que NOBAM reste quand même partenaire de quasiment toutes les universités, surtout scientifiques, du territoire. Et pour parler d'œuvres, en fait, toujours dans le cadre de l'éducation, nous sommes à plus de 50 000 ouvrages, livres, sur tout le territoire déjà, tout confondu. Déjà 50 000. 50 000 ouvrages et 30 000 environ pour les universités. Et la dernière activité phare qu'on a faite vis-à-vis des universitaires, c'était le 12 janvier dernier, en 2024, où on a organisé un grand atelier au siège à Calavi, où tous les universitaires partenaires aujourd'hui sont venus en fait pour des dotations de livres, 15 000 ouvrages environ. Voilà, donc c'est encore l'éducation et c'est pour ça que nous appuyons nos activités dans ce secteur-là. D'accord, très bien. Qu'avez-vous à dire à l'endroit de tous ces apprenants du Bénin, tous ces enseignants également Oui, les enseignants d'abord. Parce que je disais tantôt, ça reste un métier noble et de forte vocation. Et on va dire, grâce aux enseignants qui viennent en complément à l'éducation interne circoncise dans les familles, qu'aujourd'hui, nos élèves, nos enfants, les apprenants de manière générale, ils ont une certaine orientation. On ne parle pas de morale encore, on ne parle pas d'autre chose, mais tout ce qui est instruction, c'est quand même le socle en fait, de l'évolution. Donc moi, j'encourage beaucoup. J'ai dit tantôt, ces enseignants qui font ce travail. J'encourage aussi les parents d'élèves, globalement, qui ont à cœur quand même l'avenir de leurs enfants. Et pour les apprenants, globalement, on n'attend pas grand-chose d'eux. C'est d'être docile, d'être loyal à ce qui se fait à l'école et de comprendre mieux ce qui se développe en matière d'instruction. Pour leur autodéveloppement et leur évolution. Voilà ce que je peux dire en fait à l'égard des bénéficiaires. Et c'est votre objectif, sinon notre objectif Bénin-Afrique-Monde? Tout à fait. Notre objectif Bénin-Afrique-Monde, comme je disais tantôt, il y a le secteur de l'éducation, il y a la petite enfance également, puisque nous menons plusieurs activités. Très récemment, nous étions dans la commune de Cleucamin, parce que nous avons plusieurs orphelinats, une dizaine sur le territoire. À Cleucamin en particulier, nous y étions pour la première pose de pierre, parce que NOBAM reste aussi membre d'une association, d'une grande fêtière en France qui s'appelle le CBF, le Conseil des Béninois de France, et qui, elle, fait partie en fait d'une grande communauté des associations issues de l'immigration et qui reçoit des subventions, bien entendu, dans le cadre des micro-projets vers l'Afrique et le Bénin également. Donc, dans le cadre de nos travaux, nous étions en visite à Cleucamin puisque nous avons appuyé un dossier de demande de subvention qui est un cofinancement d'environ 15 000 € pour la construction d'une cantine scolaire à un partenaire, je disais tantôt, cet orphelinat à Cleucamin pour en fait, on va dire le confort des enfants et la logistique alimentaire des enfants dans cet orphelinat. On vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous faites. Merci. Vous êtes au service des autres. Exactement. Et on vous le reconnaît. Merci, c'est gentil. Aristide Arma Djibi, merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Je vous rappelle que vous êtes le président donc, de l'ONG NOBAM. NOBAM, entendez, notre objectif Bénin-Afrique-Monde. Vous êtes également, par ailleurs, expert en infrastructures routières et ferroviaires, en génie civil d'ouvrages d'art industriel et sous-train.
Vous passez une excellente journée. Merci à vous pour l'invitation. Ce fut un plaisir. 5 sur 7 matin, on parle à présent environnement et surtout on parle de tortues marines. Tout de suite. 5 sur 7 matin, bienvenue. Regardez bien ces images qui ont été prises à la plage. Est-ce que ce n'est pas magnifique de voir des tortues marines en train d'être relâchées dans la mer, en tout cas depuis plusieurs années déjà. L'ONG Nature Tropicale organise les Journées nationales des tortues marines, une occasion de sensibilisation et de conscientisation du grand public sur la connaissance et la valorisation des ressources marines et côtières, et surtout pour la préservation des tortues marines en particulier. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau José Adessou Boudrenou. Il est le directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale, bien connu de nos plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour parler d'un sujet qui vous passionne beaucoup. Bien en tout cas, on le sait, des tortues marines. On en est déjà au 21e journée nationale. 21, ça fait beaucoup, hein? C'est quand même significatif. C'est significatif. Oui. Quand on sait que votre ONG a quand même un peu plus d'une trentaine d'années. Bien sûr, 30 ans maintenant. 30 ans maintenant que vous existez. Et c'est pour... vous avez réussi à institutionnaliser les Journées nationales des tortues marines. C'est bien cela? Bien sûr, bien sûr. Alors, pour ces 21e journées, c'était quoi l'objectif pour Nature Tropicale? Je crois que les choses ont beaucoup évolué. Il faut féliciter tous les acteurs qui y participent, le gouvernement, mais les communautés à la base. Parce que l'initiative est venue des communautés en ce qui concerne célébrer les tortues à la veille des journées réservées pour les religions traditionnelles. Parce qu'il y a un lien entre la protection des ressources et nos croyances. Et là, les communautés à Grand Popo, les éco-gardes en son temps ont vu que l'événement aujourd'hui qui est devenu Vodou Days, c'est une opportunité qui draine des gens. Et vous voyez, il y a 20 ans déjà que ces jeunes de Grand Popo avec qui on travaille ont vu qu'il y a possibilité, avant la fête du 10 janvier, on accueille déjà des touristes à Grand Popo et il faut les occuper. Et voilà un travail merveilleux qui se fait dans le cadre de la protection. Et là, les jeunes ont trouvé que les 2 jours avant le 10 janvier, il faut célébrer les tortues. Et c'est pour cela que depuis 21 ans déjà, le 8 janvier est réservé pour les tortues. Et là, ce qui a beaucoup évolué aujourd'hui, tout le temps on dit on protège les tortues. Il y a d'autres qui font le clin d'œil, mais eux ils font leurs choses, ils font leur protection, ils disent avec l'argent des autres, et ils en gagnent quelque chose. Mais effectivement, on peut gagner quelque chose. Et maintenant la réflexion, comment on peut gagner en protégeant les tortues? Et dans ce cadre, nous sommes dans un partenariat avec des ONG internationales, des ONG d'autres pays qui ont assez d'expérience dans la protection des tortues. C'est du Brésil, l'ONG Tama au Brésil, qui a plus de 1800 salariés, qui travaillent sur plus de 1000 km au niveau du Brésil, mais qui a vu que c'est nos parents qui sont partis au Brésil pour développer le Brésil, grâce à la traite négrière peut-être, mais ceux-là ont accepté aujourd'hui de partager leur expérience avec nous. Et là, ce qu'ils ont mis devant, ce n'est pas seulement protéger. Protéger, tout le monde dit oui, on protège. Mais qu'est-ce qu'on en tire comme profit? Et là, on est passé à la phase, qu'est-ce que la protection apporte aux communautés à la base? Ça veut dire que le thème sur lequel nous travaillons avec ces communautés aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas fait un travail inutile. Maintenant, vous pouvez commencer par en tirer profit. Et pour en tirer profit, c'est des actions à développer juste au niveau local, avec les communautés. Ce que vous avez déjà commencé, qui est par exemple, amener les touristes à voir ce que vous faites et les touristes payent pour ça. Mais maintenant il est très important de faire le lien avec les actions du gouvernement, encore sur le littoral, c'est que ces communautés doivent être outillées sur leur rôle, surtout leur rôle. Et leur rôle, c'est de préserver, parce que, vous voyez, le Bénin a maintenant 2 aires marines protégées. Sur nos 120, on n'a que 125 km de côte. Et l'espace aujourd'hui protégé
sur document, ce qu'on appelle aire marine protégée, mais c'est que les communautés sont déjà à tous ces endroits. Et si on veut parler de protection et on oublie les communautés, c'est qu'on ne ferait pas grand-chose. Et là, ces communautés doivent être renforcées. Et l'édition 2025, c'est dédié à cela. La responsabilisation des communautés à tirer profit de leurs actions de conservation des tortues marines. D'accord. Et justement, est-ce que ces populations-là aujourd'hui comprennent le sens du message, ou elles attendent d'abord de toucher du doigt les devises issues de ce que vous leur promettez? Comme nous vous le disons, on n'est pas à l'initiative des journées des tortues. Ça veut dire l'argument développé depuis plus d'une trentaine d'années. On a montré aux gens, vous devez être responsable des ressources. Les tests sont clairs, les ressources sont là, les communautés sont autour. Mais si vous mettez les communautés de côté, il faut amener un policier ou un forestier ou un marin pour une tortue. Parce que, vous voyez, les tortues sont en mer. Avec quels moyens l'État ira surveiller chaque pêcheur en mer? Non. Les tortues viennent sur le littoral seulement la nuit pour pondre. Combien d'argent il faut mettre sur le littoral pour protéger les tortues? Ça ne marchera pas. Ça veut dire que depuis 20 ans déjà, au niveau de Grand Popo, les gens ont pris conscience que si nous faisons le travail que l'État doit faire, c'est-à-dire nous passons sur les plages pour surveiller, et nous recueillons des œufs qui sont menacés, nous mettons en incubation, les bébés naissent, et on leur dit, quand le touriste vient voir, il paye pour ça, il libère, et il vous donne quelque chose. Ça veut dire qu'il y a longtemps que les gens ont compris. Tout ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas de sensibiliser les communautés, c'est plutôt de sensibiliser les acteurs qui doivent les accompagner, tels que les entreprises qui travaillent pour leur responsabilité environnementale. Il y a certaines entreprises qui le font déjà, mais on doit, toute entreprise qui travaille sur le littoral ou bien qui fait des bénéfices, doit savoir qu'il faut appuyer la conservation parce que les actions ont des impacts négatifs. Aussi, c'est l'occasion, ici maintenant c'est deux. Ce n'est pas seulement la responsabilité des communautés, mais c'est de sensibiliser l'État à les appuyer. On ne peut pas comprendre qu'au ministère du cadre de vie, au ministère des pêches, de l'agriculture, que quand on entend des milliards votés chaque année, mais que rien n'aille pour ces jeunes bénévoles qui travaillent. Mais on ne peut pas faire bénévolat toute sa vie. Mais on reconnaît le travail que font ces jeunes. Et je vous dis, le ministre du cadre de vie a reconnu officiellement que c'est grâce à ces actions que le gouvernement a pris la décision pour renforcer ces actions de créer des aires marines. Mais ce n'est pas suffisant. C'est déjà bien. Le gouvernement a... Et quand vous prenez les tests qui créent les aires marines, c'est cité nommément. Les tortues, les baleines, le lamentin d'Afrique, les mangroves et les ressources halieutiques. Et qui sont ceux qui sont plus proches? C'est les communautés. Mais pour que les communautés continuent cette motivation, il faut les appuyer. Il faut leur apporter les ressources financières pour développer des activités qui leur permettent de toujours être là pour faire. Parce que l'État n'aura jamais... Écoutez, l'État a 2 parcs, les parcs nationaux. Mais vous voyez la rigueur qu'on met pour protéger les parcs. Maintenant, quand on crée les aires marines, c'est normalement les mêmes rigueurs. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Les communautés sont déjà là. On ne peut pas les déplacer parce qu'on a créé des aires marines. Ça veut dire que c'est la forte collaboration et surtout l'appui pour que ces gens... Mais je vous dis, si vous pouvez vous déplacer sur certaines plages, vous serez surpris de voir des gens qui n'ont peut-être pas mangé jusqu'à 15 heures, mais qui se préparent pour libérer des tortues parce qu'ils ont appris qu'un touriste veut arriver. Parce qu'ils savent qu'au retour, ils vont gagner quelque chose. Mais s'ils n'avaient pas mis les œufs en incubation, s'ils n'ont pas suivi, s'ils n'ont pas protégé, est-ce que des gens viendront voir? Et ces gens, parmi eux, il y a des gens qui n'ont même pas été à l'école, mais qui ont vite compris qu'il y a un intérêt à protéger parce que nous ne sommes pas là pour montrer que nous sommes les premiers à faire au monde. On s'inspire de ce que font les autres, ils en tirent profit et on a dit pourquoi pas chez nous. Absolument. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se passer magnifiquement aujourd'hui avec ces populations que vous avez pendant longtemps formées. Elles auront pu intégrer maintenant, on va le dire ainsi,
cette façon de penser. Oui, et aujourd'hui, elles sont presque autonomes, on va le dire ainsi. Oui, presque autonomes, mais il faut renforcer leur autonomie. Parce que vous savez, la saison des tortues, il y a une période, c'est-à-dire à partir de juin jusqu'à... Mais les choses ont tellement changé, nous pouvons parler peut-être de changement climatique, les gens retrouvent des tortues qui viennent pondre en janvier. Alors que le pic, c'est en novembre, normalement, de juin jusqu'en novembre. Avant, c'était ça. Mais maintenant, c'est sporadique. C'est-à-dire, en dehors de ce qu'on appelle la saison des tortues, en janvier, la semaine dernière, les gens ont trouvé tortues. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, avec les actions de lutte contre l'érosion côtière, avec les épis qui sont installés, vous savez, d'autres phénomènes se sont développés de façon positive pour les tortues. C'est qu'il y a la création des habitats qui attirent des tortues vertes, qui ne pondent pas chez nous, mais qui sont plus nombreuses, proches de la côte. Mais le danger, c'est quoi? C'est que les techniques de pêche proches de ces habitats ne sont pas les plus adaptées. Plusieurs fois, le 8 dernier, on a eu 6 tortues en une journée, attrapées dans l'aire marine protégée. Mais les gens qui sont partis à la pêche n'ont pas choisi d'aller pêcher des tortues. Mais les tortues sont rentrées involontairement dans leur filet. Mais quel est le problème qui se pose? C'est que les filets sont déchirés. Le pêcheur qui tuait tortue et qui consommait ou qui vendait la viande, mais maintenant, il accepte de libérer la tortue. Mais ses filets sont déchirés. Mais personne ne s'occupe de son filet. Et il fait la pêche la nuit. Vous croyez que le lendemain, s'il y a des tortues, il va amener quand personne ne pense à lui? C'est pour cela que nous sensibilisons les autorités, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture et des pêches et au niveau de l'environnement, à prévoir des budgets pour accompagner minimum. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure qu'on vote des budgets, on attend des milliards. Mais à la fin, on ne nous dit jamais combien est dépensé et dans quoi exactement. Mais voilà des pistes. Si on dote les éco-gardes des filets pour leur permettre de dédommager, même de façon symbolique, les pêcheurs volontaires, je crois que ça va aider la conservation. Ceux qui le font, ceux qui font la conservation, n'ont pas été payés pour commencer à faire le travail. Mais s'ils font ce travail aujourd'hui, c'est le moment d'en tirer profit. Ils en tirent profit par les petits, par les touristes qui viennent, il n'y en a pas encore beaucoup, mais en dehors de ça, il faut développer avec ces gens des alternatives. Très bien. Et ce qui va leur permettre de rester toujours dans le milieu, développer leurs actions et en retour, protège les tortues gratuitement pour la nation. Voilà, donc qui est bien dire Josia Dossou-Boudreno, directeur de l'ONG Nature Tropicale. Vous ne partez pas, vous restez avec nous, puisque tout à l'heure, il y a 2 sujets d'intérêt pour les Béninois que nous allons évoquer. On parlera de cet incendie, donc d'un dépôt de produits chimiques et de l'assainissement de la berge lagunaire est de Cotonou et de ce nouveau moratoire qui est accordé aux occupants. Il est dit qu'il devrait partir le 6 janvier dernier. Oui. Finalement, ça ne sera pas le cas. Mais avant de vous retrouver tout à l'heure, on va faire un break, parler des trophées de l'agriculture. Ce sera donc avec Faridat et son équipe qui sont déjà là en studio. Petite pause de quelques secondes, le temps de les installer ici en plateau. 5 sur 7 matin, bienvenue. Si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre, comme je vous l'annonçais, on parle des trophées de l'agriculture. Pour en parler, Faridat Djibril. Bonjour Faridat, comment allez-vous? Bonjour Herman, comment tu vas? Mais je me porte très bien, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin une fois encore. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes accompagné de Franck Adjobo et Olivier Serge Akovo, tous deux du PROCA. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Un plaisir de vous retrouver recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. On avait évoqué donc ces trophées de l'agriculture. C'est déjà pour demain, c'est ça? Oui, demain déjà l'ouverture du marché et des panels et le dîner de gala qui va consacrer les meilleurs de 2024 sera pour le samedi 18 janvier 2025. D'accord. Et quel est le rôle du PROCA dans tout ceci? Le PROCA, c'est une organisation mise en place par l'État béninois, par le MAEP, sous tutelle du MAEP, qui est le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin, un programme qui accompagne ou qui fédère un certain nombre de projets. Nous avons actuellement 4 projets dans le portefeuille. Nous avons le PADAM, qui est le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché, dont je suis le chef du projet. Nous avons le PADMA, qui est le
projets d'appui au développement du maraîchage. Nous avons le PRIMA, qui est le programme régional d'intégration des marchés agricoles. Et puis nous avons le PACE, dans le volet piste rurale, toujours actuellement en cours d'exécution. Les projets du PROCA, de façon globale, accompagnent les dynamiques liées au marché, notamment donc la facilitation de l'accès des petits producteurs au marché. Donc c'est dans ce cadre que nous accompagnons l'initiative des trophées agricoles pour mettre en lumière les promoteurs que nous accompagnons, mettre en lumière les produits de ces promoteurs également. Donc c'est dans ce sens que nous sommes ici, sur ce plateau. Alors, M. Adiobo, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que le programme fait dans le cadre de cette manifestation qui vise à célébrer les mérites des agriculteurs de façon spécifique? Merci pour la question. Déjà, le PROCA a sponsorisé cet événement. Comme l'a dit le chef projet, c'est pour nous une façon de contribuer à l'émergence des têtes pensantes et des valeurs dans notre pays. Je pense qu'au-delà de tout ça, on ne pourrait pas parler du PROCA sans évoquer le FIDA, qui est le principal bailleur des projets du PROCA. Et c'est le lieu de reconnaître que c'est un bailleur qui est avec le Bénin depuis 1978 et donc qui accompagne déjà à date 14 projets. Et aujourd'hui, comme il l'a dit, nous avons actuellement 4 projets qui sont dans le portefeuille, dont 3 projets qui sont spécifiques au FIDA actuellement. Donc c'est, disons, ces éléments que nous voulons mettre en valeur en accompagnant cet événement-là. D'accord. Alors Farida, déjà, dès demain, vous avez commencé par nous rappeler, il y aura l'ouverture du marché. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce marché? Il y aura des projets, des produits maraîchers, des produits céréaliers, des ruminants, et qui seront vendus à prix concurrentiel sur le marché. Il n'y a pas que ça. Il y aura aussi des panels qui vont inculquer aux apprenants, ceux qui veulent aller à la terre. On ne se lève pas pour aller à la terre, mais il faut apprendre, et les personnes averties vont leur dire ce qu'il faut exactement faire, par où passer, où aller. Venez nombreux sur ce marché. Hermande, je t'attendrai aussi, et vous allez comprendre que la comparaison produit-prix pouvait être valable quand on va organiser ce genre d'initiative au Bénin de façon légion. D'accord. Ils avaient déjà un ruminant pour moi, ça a servi de barbecue le week-end, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Alors, monsieur Olivier Serge Apouro, vous qui êtes aux côtés donc, des producteurs au quotidien, ces personnes-là qui tiennent notre estomac entre leurs mains, est-ce que justement ce genre d'événement n'est pas pour une façon de s'arrêter vraiment pour célébrer leur mérite? Parce qu'on a l'impression qu'on ne pense pas toujours à eux, alors que finalement c'est eux les plus importants. Ils décident de faire une mutinerie, ça se trouve demain on ne mange pas. Ça c'est certain. Une mutinerie et plus personne ne mange. Une grève et plus personne ne mange dans le secteur agricole. Oui, c'est vrai, il faut s'arrêter et célébrer donc les initiatives de ces acteurs qui sont les acteurs les plus importants parce que sans la terre, personne ne vit. Sans la production, personne ne vit. Nous avons des efforts qui se font avec ces derniers au niveau donc de la production, au niveau de la transformation, au niveau de la mise en marché. Il faut mettre en exergue toutes ces potentialités pour susciter davantage d'intérêt à aller toujours vers le secteur agricole. D'accord. Et le PROCA a vu justement, en accompagnant le mouvement. Vous serez de la partie, vous aussi, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et sur site, qu'est-ce qu'on peut voir du PROCA quand on sera là-bas? Oui, on aura certainement nos bénéficiaires qui ont des choses à vendre, à montrer, qui seront sur le site. Et au-delà, je voudrais quand même préciser que non seulement il y aura des producteurs, mais il y aura tous les acteurs d'une chaîne de valeur classique. Donc il n'y aura pas que des producteurs, il y aura des commerçants, il y aura des transformateurs, donc ce sera assez riche. D'accord, très bien. Oui, allez-y. Oui, Hermande, je peux te dire que la cerise sur le gâteau, c'est que la DGIZ expose dans tous les produits dérivés du coton, à savoir les serviettes, les t-shirts. On va faire déguster le cajou. Donc, c'est un marché élargi, agrandi, au commun des mortels. Une première d'ailleurs au Bénin. Donc, j'invite toute la population à venir. Aussi, pourrais-je lancer un cri de cœur?
la tâche n'a pas été facile, vraiment. Et jusque-là, ça saigne beaucoup. Donc, je demande à tous les acteurs du secteur qui pourraient accompagner ce genre de projet de ne pas penser que c'est un projet de plus, mais c'est le nouveau, le maillon qui est en train de se fédérer. Ils n'ont qu'à se rallier à nous, nous prêter main forte et pour qu'on atteigne les objectifs. Absolument. La remorque est due. Là, ils peuvent évidemment monter dessus pour vous permettre d'arriver à bon port. Alors, tout ceci se passe où? Tout ceci se passe au Majestic de Fidjrosset. Le marché tiendra lieu sur le parking du Majestic de Fidjrosset, les panels dans le jardin du Majestic de Fidjrosset et le dîner de gala dans la salle de fête de Majestic de Fidjrosset. La coupure de ruban demain serait à 9h. Donc, j'invite toute la population à venir pour assister à la toute première au Bénin. Très bien. Faridad, merci beaucoup. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. C'est un plaisir et pour moi, Herman. Monsieur Adiobo et Monsieur Akouvo, merci également à vous d'être passé sur 5 sur 7. On espère vous retrouver sur les lieux. Hein. Merci. On sera là. De toute façon, je vais capturer toutes les photos. Si je ne vois pas, je reviendrai dire aux téléspectateurs que vous n'étiez pas là. Ils n'ont pas déjà envie d'être là. Ce qui est sûr, vous avez déjà fait le geste utile qui est d'accompagner justement le mouvement, d'accompagner cette trophée de l'agriculture. Merci. Est-ce que tu me permets de remercier une fois encore le ministre du MAEP qui n'a ménagé aucun effort, je l'ai dit la dernière fois, accompagné de toute son équipe. Je remercie mes partenaires que j'ai pu avoir jusque-là, qui ont cru à la chose. Et je remercie aussi tous ceux qui viendront me soutenir davantage. Très bien, merci. Merci à l'ORTB qui ne ménage aussi aucun effort pour me recevoir. C'est important, sinon la prochaine fois, c'est un embargo systématique. Ça c'est clair, ça c'est clair. Et comme c'est allez, on accompagnera toujours, Farida. Bon courage. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. 5 sur 7 matin, sans transition, on retrouve les débatteurs, le forum de discussion tout de suite et maintenant. On évoque ces deux sujets, cet incendie au dépôt d'un dépôt de produits chimiques et l'assainissement de la Beige Lagunaire à Cotonou. Sans transition, à tout de suite. « 5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Un incendie ravage des maisons à Akpakpa, à l'origine, l'explosion d'une bouteille de gaz. Un magasin de produits chimiques est également parti dans les flammes. Le bilan humain est lourd, matériel aussi. On parle de 6 morts et de plusieurs blessés. Le ministère de l'Intérieur appelle à faire preuve de vigilance pour éviter d'être au contact d'aliments infestés par les reliques de l'explosion. On en parle. Et on vous parlait également, il y a quelques jours, de ce délai accordé aux occupants de la Beige Lagunaire Est de Cotonou. Le ministre du Cadre de Vie leur avait donné jusqu'au 6 janvier pour vider les lieux. Finalement, l'injonction a été reconsidérée avec d'autres paramètres pris en compte. On vous dira tout sur cette affaire. Avec moi en plateau, Alain Tossounon. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eman. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Un plaisir. Monsieur Savo, bonjour. Bonjour. Et José Adosouboudrenou qui est resté avec nous donc pour faire le débat. On aurait pu avoir des cadres du ministère du Cadre de Vie pour nous donner de plus amples détails. Malheureusement, nos démarches dans ce sens n'ont pas à totalement porter le fruit. En tout cas, on espère qu'ils vont passer un jour ou l'autre sur 5 sur 7 matin, nous donner plus de précision. Mais avant de les retrouver, nous ici en plateau, Alain, on va mener la réflexion. Comment en est-on arrivé à avoir cet incendie à Akpakpa? Je préfère commencer par M. Boudrenou, parce que c'est chez lui. J'espère que vous n'avez pas été infesté par la fumée. Hein. Non, la fumée, ce n'est pas encore le problème. C'est que le risque important, parce que c'est une surprise d'apprendre que quelque chose comme ça s'est passé à Akpakpa. Quand nous voyons des stations-service à tous les coins de rue aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce que vraiment des études d'impact environnemental ont été réalisées? Ça, c'est un. 2, est-ce que ces gens-là sont vraiment autorisés? Parce que quand je vois une station et juste derrière la station, c'est-à-dire, c'est comme on prend un carré 25 sur 25 dans un angle et on construit la station et juste la maison qui est derrière là, il y a une cuisine. C'est-à-dire, il y a des gens en chambre louée ou ils sont dans leur habitation et ils font de la cuisine. Moi, ça me fait peur tout le temps.
Et quand j'apprends que quelque chose comme ça se passe aujourd'hui à Kpakpa, avec une explosion, je me pose la question. Je sais qu'il y a des entreprises qui enfilent les bouteilles au Bénin. Au Togo, il y en a beaucoup. Au Bénin, officiellement, je n'en ai pas entendu parler. S'il y a explosion, la question qu'on doit se poser, est-ce que les gens ont été autorisés à s'installer? Et il faut faire une enquête pour comprendre, en dehors de l'installation, d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on a dit perte en vies humaines. Une personne, c'est déjà un problème. On dit 6 personnes. Mais ces 6-là, est-ce que c'est des agents qui travaillent là? Ou bien c'est des gens qui sont à côté? Ou bien c'est juste des passants? Parce qu'on ne donne pas un rendez-vous quand des choses comme ça se passent. Je crois que ça doit commencer par inquiéter. Alain, vous avez des informations complémentaires à nous donner. Est-ce que vous avez pu essayer d'en savoir un peu plus sur cet incendie-là? Je crois que jusqu'à présent, je pense qu'on s'en tient au communiqué du ministère de l'Intérieur. Et ce qu'on sait, il s'agit de substances chimiques qui sont très dangereuses. Et comme le doyen Baudjera nous l'a dit tout à l'heure, je pense que l'enquête permettra de situer les responsabilités. D'abord, est-ce que, si c'est une installation, est-ce qu'elle a été autorisée? Parce que la loi 4 sur l'environnement est claire. Donc, l'article 83 dit que s'il y a des fabricants ou des commerçants donc, de substances chimiques dangereuses, c'est que d'abord, il faut saisir le ministère donc, du cadre de vie et faire toute la procédure pour s'assurer qu'effectivement cette installation, donc, que l'installation répond aux normes. Et donc, même après cela, il y a l'audit environnemental qui doit être fait régulièrement pour s'assurer que des dispositions sont prises pour éviter, par exemple, qu'il y ait voilà, ces risques-là. Mais après ça, on se pose des questions sur l'existence même de cette installation dans ce quartier voilà, où il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a beaucoup de monde, donc on peut se demander, mais est-ce que véritablement cette installation avait été autorisée? Donc l'enquête permettra de situer les responsabilités, mais là, actuellement, les risques, et c'est là où il faut saluer la promptitude avec laquelle le ministre de l'Intérieur a sorti, a dit, bon, dans le rayon de 100 mètres, il faut éviter actuellement de prendre de l'eau, parce qu'il y a des forts risques donc, de contamination. Donc maintenant, après ça, il faut tirer les leçons qui s'imposent. Est-ce qu'on a déployé sur place des équipes de déminage pour essayer de faire voilà, je pense qu'en principe, sur ce rayon qui a été donc, délimité, il faut absolument prendre des dispositions pour s'assurer que les populations ne consomment pas l'eau et que véritablement sur les questions avec la pollution de l'air aussi qu'il y a, veiller à ce que par exemple les enfants et même les adultes ne continuent pas à inhaler l'air qui doit être pollué actuellement. Donc maintenant il faut tirer les leçons qui s'imposent et c'est là où je pense, je rejoins le doyen Baudjera qui dit aujourd'hui les stations-service et tout ça, est-ce que tout ça est fait selon donc les dispositions donc contenues dans la loi 4 sur l'environnement, parce qu'il faut l'étude d'impact environnemental et social et s'assurer que dans ces stations, lorsqu'il y a de ce genre de risques, que effectivement ils ont tout le matériel qu'il faut pour rapidement, si c'est un incendie, rapidement répondre à ce danger-là. D'accord. Monsieur Sabo, lorsqu'on voit les images, on voit une épaisse fumée noire envahir l'atmosphère et les dégâts, l'immeuble totalement éventré au terme donc, de cet incendie-là. On se demande si c'est une imprudence ou y a-t-il quelque chose d'autre en dessous? On comprend votre dépit, hein? On comprend. Moi, j'avais envie de pleurer, quoi. Lorsque j'ai vu les images passer. Parce que c'est inadmissible qu'on dit immeuble. Et on dit qu'il y a des gens qui habitent l'immeuble là. Et voilà ce que nous avons vu. Nous pouvons espérer aucune vie humaine qui survive là. Ce n'est pas possible. Et le communiqué du ministre de l'Intérieur, d'abord, est-ce que c'est son rôle, ça là? On parle de substances chimiques, toxiques. C'est ça qu'on a dit. Qui a autorisé l'entreposage là maintenant? Est-ce qu'il a été autorisé? Pour faire quoi?
Est-ce que même si on doit autoriser un produit chimique dangereux, c'est dans une agglomération qu'on va l'entreposer? On est dans un pays de légèreté. Il faut le dire. Parce que si vous voyez n'importe qui là, un cadre vient ici, il va dire je remercie le chef de l'État, je remercie le chef de l'État. Mais lui-même là, en tant que fonctionnaire, il a passé un test. Il est cadre de quelque chose, docteur en ci, docteur en cela. Il est là, recruté pour faire quel travail? Il ne se félicite pas lui-même. Il dit on félicite le chef de l'État. Donc tant que le chef de l'État n'a pas dit quelque chose, on ne fait pas. Ce communiqué, je remercie déjà le ministre de l'Intérieur. Mais il n'est pas le premier. C'est le ministre du cadre de vie, il faut le dire. C'est lui d'abord. Parce qu'il s'agit de produits chimiques. Lorsqu'il parle de la loi cadre, celui qui est chargé de l'exécution, à mise en œuvre de cette loi-là, c'est le ministère du cadre de vie. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent? Ce ministère a fait quoi? Je ne parle pas du ministre. Je ne parle pas du ministre. Si on parle du ministère, ce n'est pas le ministre. Il y a des cadres qui sont à des services donnés, qui doivent faire ce travail-là. Jusqu'à présent, qu'ont-ils fait? Il faut dire ça et décrier hautement. Ils ne font pas le travail. Le ministre du cadre de vie a dit, de l'État a dit 100 mètres. Ce n'est pas 100 mètres. Il s'agit du gaz. C'est des milliers de mètres. Les dégâts sont des milliers de mètres. Et des hôpitaux, des maternités, des écoles qui sont à proximité. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les écoles ont ouvert? Est-ce que les maternités sont là? Si les centres de santé, est-ce que les centres de santé sont toujours là? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'il y a des marchés, des restaurants? Vont-ils se déplacer? Est-ce qu'on a vu ça? On n'a rien vu. On n'a rien vu. Forcément des équipes de décontamination qui seront déployées sur site pour c'est ça. De faire il n'y a aucune action prompte pour délivrer les populations qui sont à côté. On a passé, lui, on le félicite déjà. Ce n'est pas d'abord son rôle. Le rôle, peut-être on va dire, les sapeurs-pompiers sont dans son... Oui, mais c'est fini ça. Le travail des sapeurs-pompiers est terminé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans comment on gère. Les sapeurs-pompiers, c'est le ministère de la Défense. Encore que c'est ça, vous voyez, c'est ça. Donc moi, je ne sais pas. Pourquoi le ministère des Défenses pour le faire? On le félicite. Mais le ministère... C'est une question de sécurité. Voilà. Question de sécurité. Il n'y a pas de problème. C'est sécurité. Ici ce n'est pas de l'attaque. Ce n'est pas des bandits qui sont ici. Peu importe quel ministre ou quel ministère a pris la décision, c'est déjà la promptitude dans la réaction. Vous voyez. Si vous voulez qu'on dise les choses, pour mettre chacun devant ses responsabilités, il faut doiter les gens qui doivent faire les choses. C'est ce qu'il faut faire. Et les mettre devant leurs responsabilités. Ils ne sont pas responsables de ce qui est venu, de ce qui est venu. Mais ces produits-là, est-ce que c'est l'État qui a entreposé le produit-là? Est-ce que c'est un privé? Qui est ce privé-là? Il faut appeler son nom. Alors tu n'as pas le devoir. Tu n'as pas le droit d'entreposer des produits de ce genre dans ce lieu-là. Ensuite, il y a quelques années, ou bien quelques mois seulement, à Sémé, je ne sais pas, des gens ont entreposé des produits pétroliers. Vous avez vu le drame qui est celui là-bas? Quelles leçons avons-nous apprises de ces drames-là? Et que tous les jours, ça se produise et personne ne parle de ça. D'accord, très bien. Alors justement, M. Sabo fait bien d'en parler à Alain Touchenon. Il y a eu des drames précédents. Il y a eu par exemple le drame de Tori à Vamey où, on va dire, le feu mis à des produits avariés a suscité, donc, on va dire, des populations se sont jetées dans la fosse pour aller chercher des produits. Finalement, on connaît la suite. Il y a eu le drame donc de Sémé également où une grande partie est allée dans les flammes. Une fois encore, l'incendie qui dit sa loi, ça commence à faire beaucoup en agglomération. Oui. Non, je pense que en la matière, puisqu'il s'agit, on parle de l'environnement, du cadre de vie, le bras technique, c'est l'Agence béninoise pour l'environnement, qui effectivement est la structure technique qui permet de prévenir et même de s'assurer du respect des différentes procédures en ce qui concerne donc l'installation des unités de production ou voilà, d'exploitation. Je pense que effectivement il faut aller demander effectivement à l'ABE si effectivement il y a eu cette autorisation, et lorsque même on vous donne l'autorisation,
c'est que on s'assure que véritablement vous suivez, avec l'audit environnemental, vous suivez donc les mesures. Parce qu'il y a toujours des risques. Et pour prévenir ces risques-là, vous devez prendre un certain nombre de mesures. Alors, donc là maintenant, je pense que ce qu'il y a, est-ce que l'ABE a les moyens, donc véritablement de veiller, de faire le suivi qu'il faut? Est-ce que quand je parle de moyens, c'est les ressources humaines qu'il faut déployer pour tout ce qui est installation, surtout en ce qui concerne les substances chimiques? Mais également, est-ce que ils ont les moyens financiers et tout ça pour déployer des équipes et toujours faire la veille? La surveillance environnementale, elle a un coût. Elle a un coût et effectivement, je pense que de plus en plus, il faut, comme le doyen Sagbo le fait si bien, il faut sonner l'alerte. Et la première grande leçon à tirer, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de toutes les installations que nous avons, est-ce qu'il y a eu les autorisations? Est-ce que l'ABE arrive véritablement à faire la surveillance de façon donc, régulière au niveau de ces installations pour éviter qu'effectivement on soit face à des drames comme ça de ce genre-là. D'accord. Alors, qu'en disent les internautes? Nadège, bonjour. Bonjour à vous, Eman. Un incendie a fait plusieurs victimes à Akpakpa ce week-end. Comment, selon vous, peut-on éviter de tels drames à l'avenir? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes. Qu'ont-ils dit de cette préoccupation? Merci à vous, Eman. Plusieurs internautes ont laissé des commentaires après le post de la question du jour. En général, nos amis internautes pensent que la prévention de ces drames passe par une éducation à la sécurité incendie. Selon les internautes, il faut éviter à l'avenir l'installation des entrepôts près des habitations. Fortuné Bertrand Gbawewe a réagi sur notre page Facebook. Il dit ceci: on doit isoler les entrepôts des habitations. Koumassa Maurice va dans le même sens que Fortuné et précise qu'il faut définir la zone d'entreposage des produits inflammables, garantit la protection des habitants aux alentours par la présence régulière des forces de l'ordre et d'une base des sapeurs-pompiers bien équipés et sensibiliser la population pour les empêcher de visiter les lieux réservés aux entrepôts. Pour Laza de Béthanie, les ménages ne devraient pas conserver des bouteilles de gaz dans des pièces peu aérées. Fleur Aromaou s'est aussi intéressée à la question du jour. Notre ami internaute pense qu'il faut installer des inspecteurs à proximité des entrepôts. Il poursuit en disant que les chaînes de télévision ont un rôle important à jouer dans cette sensibilisation. Il interpelle aussi les structures de distribution de l'énergie électrique afin qu'ils veillent au raccordement dans les conditions requises. Charles Atipo suggère qu'il faut éviter l'utilisation des bouteilles de gaz périmées. Jean Dossayen aussi estime que les entrepôts susceptibles de provoquer ces genres d'incendies devraient être installés dans des zones loin des zones urbaines. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. Merci d'être passé sur 5 sur 7 Matin Relais, les avis des internautes. On se retrouve demain. Bien sûr. Avec le même plaisir. Toujours avec le même plaisir. Et j'espère que ces mesures de sécurité, vous les avez déjà commencé par les expérimenter chez vous. Vous n'avez pas attendu le drame d'Akpakpa d'abord? Non, je n'ai pas attendu le drame. Et il faut quand même respecter ces mesures pour être à l'abri de plusieurs dangers. Donc, absolument. Je prends les dispositions et les précautions. Merci beaucoup. Allez, surtout que dans nos habitations, l'extincteur est un véritable luxe, considéré comme caprice de bourgeois. Va falloir renverser cette mentalité-là. Nadège, merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Allez, messieurs, on en vient au second sujet en débat. Je pense que sur ce sujet, je pense que sur ce sujet, il faut absolument que la première leçon, c'est qu'il faut veiller, il faut faire le point de tout ce qu'on a aujourd'hui comme entrepôt. Et avec les forts risques. On a vu comment l'ABE, par rapport au morgue, vous avez vu les décisions qui ont suivi. Donc il faut également encourager l'ABE à faire le point de tout ce qui est entrepôt avec des substances chimiques, contenant des substances chimiques. Et là, pour s'assurer que ces installations-là répondent aux normes. Si elles ne répondent pas aux normes,
il faut absolument faire le rapport au ministre du cadre de vie qui prend la décision de les fermer. Parce que tout ça a été prévu dans la loi 4 sur l'environnement. Donc je pense que c'est très important d'encourager qu'on répertorie sur le territoire national tous ces entrepôts qui ne répondent pas aux normes et que pour éviter donc de faire face à de tels drames. Il faut dire aussi qu'on ne peut pas, la plupart des gens qui sont à Cotonou sont dans des maisons de location. Il y a plusieurs colocataires autour. Et qu'un locataire lui décide d'amener des produits toxiques dans sa maison sans que personne ne puisse l'interpeller. Et parce qu'il sait qu'il n'y a aucune réglementation dans le pays qui l'interdise. C'est pour ça, donc tout ça là va nous permettre d'ouvrir les yeux pour que les décisions soient prises. Lorsqu'on vit en agglomération, on vit en colocation, il y a des choses qu'on ne doit jamais faire pour ne pas compromettre la vie des autres. Alors, monsieur Baudrey, je m'associe totalement à ce que monsieur... Oui, je dis, les internautes m'ont inspiré deux choses. D'accord, on va y aller très vite. Et la première chose, c'est que le rôle des médias pour sensibiliser, pour éduquer, les internautes ont rappelé. Le second, c'est quelle est la responsabilité, comment on éduque les populations pour des comportements vis-à-vis. J'ai vu des images sur des réseaux sociaux qui m'ont fait peur. C'est dit l'attitude de chaque citoyen face à un danger. On a vu un hélicoptère qui est tombé à Zé. Et on voit des images. Un hélicoptère vient de tomber et des gens escaladent et rentrent dedans. Et montent sur la colline, sur l'épave. Écoutez, c'était la fête au village. Vous voyez, c'est dit ces comportements. C'était la même chose à Victoria Vamer. Oui, bien sûr, quand on a voulu vous voyez, c'est des choses qu'on peut éviter. Quand il y a de ces choses, c'est dit, vous, les médias doivent continuer à prendre aux gens les conduites. Oui, c'est dit, vous devez vous isoler, voir de loin. Mais les gens viennent jusqu'à toucher du doigt. Prendre des images. Et si ça explosait, on va dire qu'il y a chose là. Et deuxième chose, il y a... Troisième chose. Quand je vois les deux, on en est à 3 maintenant. Oui, la troisième chose, c'est que quand je vois des gens dans des petits kiosques en train de vendre des bouteilles de gaz, et vous voyez, les bouteilles sont installées dans un truc de peut-être 3, 4, 6 mètres carrés. Fermé. Et la vendeuse est assise au milieu des gaz. Et on vient demander, elle prend. Moi, j'ai peur. J'ai dit, s'il y a explosion, est-ce que les gens savent que c'est un risque en faisant ça? Je crois qu'il y a du travail à faire. Les sociétés d'assurance ont aussi une grande responsabilité. Si tu dois t'installer dans ces milieux-là, dans ces grands produits, tu dois aller souscrire à une assurance risque. C'est très important. Messieurs, on ne sera malheureusement plus en mesure d'évoquer comme cela se doit le second sujet en débat parce qu'on... Voilà. Je prends qu'on va revenir dessus mardi prochain et qu'on espère justement avoir les responsables du ministère du cadre de vie pour répondre à cette question. Mais puisque c'est chez M. Baudrey, toujours à Papa, est-ce que vous êtes surpris par ce nouveau moratoire-là? Finalement, on a sursis à la destruction de... Non, écoutez. Quand on voulait casser les gens au bord de la route, on a donné 6 mois. Et on a fait beaucoup de tapage, on a rappelé aux gens. Mais il y a des gens qui disent, nous on ne bouge pas, ils ne feront rien. Mais j'ai été très content. Je félicite le préfet en ce moment, Toboula, quand il sort. Il est seulement encadré par la police, non armé. Le Béninois a peur de la police. Et il sait que c'est un moyen pour faire appliquer les réglementations. Je crois que nos villes, j'ai vu Cotonou et j'ai dit, bon, on a cassé autre, mais j'ai vu dans d'autres visiteurs à Lokossa, j'ai vu que des gens ont construit même en sous-sol, même sur le goudron, quoi. C'est-à-dire, c'était là. Ils étaient propriétaires de cette place. Mais quand il fallait mettre, c'est dit, ça s'est bien passé. Moi, je crois que un moratoire prolongé, c'est dit, nous avons une population difficile. D'accord. Il faut sensibiliser, il faut amener les gens, il faut leur montrer les dégâts si l'État vient pour appliquer la loi. Comme ça. Non, mardi prochain, on évoquera le sujet. Merci beaucoup Alain. Merci Josiah Dossou-Baudrey, directeur exécutif de l'ONG Nature Tropicale. Monsieur Savo, merci. Mardi prochain, on reviendra sur justement le déguerpissement manqué au niveau de la berge de la Guinière Est de reporter. J'ai parlé de quoi? De manquer, c'est ça? D'accord, reportez si vous le voulez. Si vous le voulez. Messieurs, dernière escale de cette émission, vous le savez, c'est la revue de presse de Marcel Arossi qui s'impatiente.
À la une, Marcel, les implications surtout politiques du TOFA 2025. Le fou Bidiekou, signe révélé par le TOFA pour l'année 2025 au Bénin, continue de faire parler et donne lieu à diverses interprétations. Mais ce qu'il faut vraiment considérer, c'est une version officielle. En voici une, celle du prêtre Fa David Kofi Aza en interview exclusive avec le Matinal. Le signe fou Bidiekou qui dit directement « Je suis au seuil de la porte et aucun animal ne peut dépasser l'intrépide ni l'inquiéter devant le portail de son père. » Le Fa dit par là que le dirigeant doit pouvoir s'armer et doit pouvoir rester intransigeant vis-à-vis non seulement des divers aspects liés à notre sécurité pour protéger la maison, mais également rester pour une continuation des œuvres entamées. Le Fa a été très précis et très clair là-dessus, signe David Kofi Aza. Selon les premières interprétations rapportées en français par Mbaounion Kako, président du comité des rites vaudou, président de ce comité, donc le signe fou Yekou apporte la protection, l'invincibilité et la prospérité pour le pays parce qu'il postule que l'intrépide « Je suis au seuil de la demeure paternelle » rapporte l'emblème du jour. Aucune menace ne peut ébranler l'intrépide positionné au seuil de la demeure paternelle. Aza donne le coup de grâce au TOFA, écrit en manchette « Matin libre ». Le président de l'association Bénin TOFA et initiateur principal de cette formule de consultation TOFA est au cœur de la polémique pour avoir dit que le chef de l'État devrait rester au pouvoir après 2026. Au fil des années, les interprétations tendancieuses du Fa pour ou contre le régime ont déteint sur l'image que les Béninois ont de ce rite, déplore Matin libre. Si on fait tout pour le faire partir, on va tous le regretter, a dit le prêtre Fa. Il est selon lui le seul qui puisse régler les problèmes et difficultés qui pointent à l'horizon. Selon Matin libre, tout le monde sait que le Fa lui-même n'a aucun problème, mais les interprètes, oui. Le Fa prédit que beaucoup de gens qui se plaignent l'année dernière vont s'enrichir sérieusement cette année, rapporte Matin libre. Mais il y a beaucoup de riches qui ont bâti leur fortune sur le dos de la population et toutes ces manifestations-là seront révélées et le Fa demande de leur retirer tout ce qu'ils ont pu engranger sur le dos de la population selon le Matinal. Donc, tout ce qu'ils ont pu réussir à collecter de façon injuste, il faudra le leur retirer cette année même. Une chose est sûre, qu'il soit un bon ou un mauvais signe, TOFA 2025 donnera lieu à des cérémonies pour conjurer le mauvais sort, estime l'emblème du jour. D'ailleurs, cela ne pouvait être autrement quand on sait qu'en moins de 10 jours, 2025 a déjà enregistré plusieurs faits noirs qui ont endeuillé le peuple béninois. Et puis, dans le jour où on est loin du Fa, Zéphirin Kenyaoundé, lui, est plébiscité à la tête du CES. L'ancien député Zéphirin Kenyaoundé, vous l'indiquez bien, est le nouveau coordonnateur du Conseil économique et social pour le département du Zou, rapporte Fraternité. Il est élu par 8 voix sur 9 votants. Un plébiscite qui le hisse désormais au rang des membres du CES au plan national. Zéphirin Kenyaoundé revient au devant de la scène. Il quitte l'ombre pour jouer un rôle important dans sa communauté. Cette désignation, selon le Matinal, est perçue comme une décision judicieuse par de nombreux observateurs compte tenu du parcours impressionnant de l'ancien député. En tant qu'acteur politique influent dans la 24e circonscription électorale, il constitue un atout majeur, poursuit le journal. Le nouveau coordonnateur départemental du CES promet de donner une impulsion significative au développement du Zou. Ces initiatives, déjà marquées par leur pertinence et leur impact, augurent une mandature qui laissera une empreinte durable dans l'histoire du Zou et plus particulièrement dans sa communauté, dans sa commune natale. Zobo-Domain croit savoir Fraternité. Marcel Arrossi, merci. C'est moi. Mais il y a une dernière information que vous n'avez pas donnée aux téléspectateurs et que je me ferai le plaisir et le devoir quand même de donner à nos chers téléspectateurs, c'est que ce 14 janvier 2024, vous soufflez une bougie de plus. Marcel Arrossi, très joyeux anniversaire à vous, toute l'équipe de 5 sur 5 Matin passe par ma voix. Vous souhaitez un très joyeux anniversaire, vous qui nous offrez tous les jours le bulletin d'information, mais également la une des journaux et la revue de presse. On vous souhaite de très très belles réalisations pour cette nouvelle année que vous particulièrement vous entamez. Marcel.
Merci de cette attention originale. Merci. Mais vous avez le talent de toujours sublimer mes jours. Soyez rassurés, Marcel Rossi, qu'à la descente, on fera le reste. Voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mardi 14 janvier 2024, date d'anniversaire de Marcel Rossi. Toute l'équipe vous revient demain. Demain, quand il sonnera 13 atmos, 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien voir. Bon mardi d'anniversaire surtout de Marcel à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut. Merci.